Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je t'avais prévenu lors de l'épisode précédent, aujourd'hui je vais aborder un thème douloureux, je vais me faire mal. Le thème du jour, c'est de confesser nos traits toxiques et c'est inspiré d'une chanson de Method Man intitulée Bring the Pain. Donc dès que la chanson démarre, il laisse légèrement s'écouler l'instrumental et il débarque avec un I came to bring the pain hardcore from the brain. Je ne vais pas rapper parce que d'une, je ne viens pas de Staten Island et de deux, je respecte beaucoup trop ce monsieur pour tenter de me mesurer à lui. Ce dont il nous parle là, c'est une douleur qui transperce ton être depuis ta tête. C'est ce que je vais m'infliger en confessant mes traits toxiques. Pourquoi je parle de douleur ? Parce que déjà, ça me fait réaliser qu'on est tous des êtres imparfaits, et moi la première. Ça m'emmerde bien. Et deuxièmement, c'est aussi parce qu'il faut se rendre à l'évidence. On est tous le toxique de quelqu'un. À un moment donné, il faut juste reconnaître la réalité. Une fois qu'on accepte ce postulat et cette vérité, il faut qu'on parle de la toxicité. C'est un terme quand même qui a été galvaudé à mon humble avis et utilisé à tort et à travers, notamment sur les réseaux. Mais la vraie définition de la toxicité, c'est quoi ? T'inquiète, comme d'habitude, je t'ai fait un petit travail d'investigation bien propre. La définition d'une personnalité toxique, ça va entrer dans 4 catégories de personnalité. On a la personne antisociale, on a la personne paranoïaque, la personne borderline et le narcissique. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'est pas en train de se faire un cours magistral, mais ces 4 cas sont extrêmes. Je le dis sans aucune stigmatisation, mais il faut être factuel. Dans ces 4 cas, on est en train de parler de maladies mentales sévères et potentiellement dangereuses pour soi et pour les autres. Ce qui me pousse à te donner un conseil amical. Si une personne dans ton entourage présente ces caractéristiques, il faut fuir. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est surtout la meilleure chose à faire pour 2 raisons. La première étant que tu n'as sûrement pas les épaules pour subir et supporter les manifestations de ces caractéristiques toxiques et de ces personnalités toxiques. La seconde raison, c'est que ce n'est pas ton rôle de soigner cette ou ces personnes. Tu peux avoir ou ne pas avoir ce complexe de l'infirmier, de vouloir soigner toutes les personnes autour de toi. Ah, c'est pas mon dos si tu n'as pas dans tes compétences ces compétences médicales spécifiques de psychothérapie, c'est pas toi qui vas y faire quelque chose. Alors, ce que tu peux faire, parce que je dis pas qu'il faut les abandonner, tu peux orienter la personne vers le corps médical pour qu'elle obtienne de l'aide et un traitement. Mais ça se limite à ça. Ton côté MacGyver, là, tu arrêtes ça tout de suite. Donc maintenant qu'on a expliqué ce que c'est que la toxicité et la réelle personne toxique, ce que je vais vous raconter en fait, ce sont les traits de ma personnalité qui sont toxiques pour moi parce qu'ils me saoulent, qui peuvent rendre mes interactions difficiles, ou en fait quand on y regarde bien, qui sont juste risibles et ridicules. Pour chacun de ces traits toxiques, je vais vous donner un exemple et la raison pour laquelle je pense me comporter de la sorte. Je dis je pense, mais ça a été attesté et vérifié par ma psychologue. Donc attrape ton popcorn, tu vas avoir une toute autre perception de ma petite personne après cette petite overdose de toxicité. Sans plus attendre, on va démarrer avec le truc auquel tu t'attends pas. C'est mon manque d'empathie. Et oui, tout le monde pense que j'ai de l'empathie et c'est totalement faux. À la place, en réalité, j'ai de l'intelligence émotionnelle et c'est totalement différent. J'ai tendance à gérer les choses difficiles, alors les simples je t'en parle même pas, mais plutôt sans impliquer les sentiments et les émotions. En tout cas, rien ne sera tangible ou perceptible.
Si je te donne un exemple, lorsque j'ai divorcé, j'avais l'air d'aller bien, parce que j'allais bien, et j'ai traité ça comme une procédure juridique. Alors, j'ai tort et raison à la fois, parce que, techniquement, c'est une procédure juridique. Mais bon, ce n'est pas que ça. C'est la fin d'une histoire d'amour, c'est la fin de projets, c'est la fin de toute une partie de sa vie et de la perception que l'on avait de son avenir. Oui, mais effectivement, dans mon cas, là, j'étais totalement absente de mon spectre émotionnel. En contrepartie, par contre, j'étais capable d'anticiper, analyser et observer l'état d'esprit de mon mari de l'époque. Et ça m'a permis de m'y adapter pour ne pas trop le perturber. Parce que la clé ici, dans mon cas, c'est l'anticipation et je trouve que c'est ma plus grande force. Et peut-être faiblesse aussi. J'avais eu le temps, en fait, moi, de faire le deuil de cette histoire d'amour, de ces projets et de cette partie de ma vie. Et la fin était déjà acceptée. Je l'avais déjà verbalisé, pas pour moi, je ne me parle pas toute seule, mais je l'avais verbalisé à mon ex-mari depuis longtemps. Donc pour moi, à partir de là, il restait à traiter des étapes, des documents, des rendez-vous, etc. Alors là, c'est sûr que j'ai l'air d'un petit robot des familles. C'est comme ça que je me comporte à 90% des cas, on va dire, parce qu'il y a des exceptions à mon absence d'empathie. Oui. Ce sont les événements dramatiques ou extrêmement heureux de la vie. Extrêmement heureux, moi, il y a eu la naissance de certains enfants dans ma famille. Et dans les dramatiques, vous imaginez de quoi il s'agit. Là, par contre, dans les 10% restants, t'es quasiment certain que je suis la première à chialer avec de la morve-au-nez. Là, je suis full émotion, je plonge dedans tête la première et tu sais pas quand est-ce que je vais retrouver la surface. Donc, t'as vu, je suis un robot, beaucoup, la plupart du temps, mais des fois, ça m'arrive, d'avoir des petits sursauts d'émotion. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'anticipation. Je disais que c'est ma plus grande force. Mais le revers de la médaille, c'est que j'ai une très, très, très mauvaise gestion de la frustration. J'ai dit 3 fois très. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est pas bon. Déjà que je réfléchis en permanence pour anticiper. Je me prépare à tous les scénarios possibles. Donc, quand il s'agit de rendez-vous, d'événements, de soirées, de vacances, je me prépare aussi. Je suis donc forcément frustrée, hyper frustrée même, quand c'est annulé au dernier moment. Je t'entends déjà crier. Alors non, je ne vais pas faire de crise, de caprice ou lancer des éclats de voix. Je déteste ça. Mais qu'est-ce que ça me gonfle! Donc moi, ma petite organisation millimétrée et mon fichier Excel n'ont servi à rien. Oui, parce que je suis une madame qui fait un petit peu tout sur Excel. Tu dis que tu respectes pas mon précieux temps. Je t'ai fait un code couleur. Il y a du gras, du souligné, de l'italique. Je t'ai même peut-être mis des commentaires et des putains de formules dans mon Excel. Et tu dis que ça sert à rien et tu m'as mis un plan. Ok, je fais quoi maintenant? Je me suis préparée logistiquement, mentalement, physiquement, et toi, tu m'as mis un plan. Donc oui, je suis frustrée. Je vais pas bouder. Si, je vais bouder 5 minutes. Et ensuite, je bois de l'eau et je passe à autre chose parce que franchement, on n'a pas que ça à faire de bouder. Et bouder, ça donne des rides. Est-ce que tu commences à me juger? Certainement. Eh ben tant pis parce que ce n'est que le début. C'est parti. On continue parce que quand on me plante juste une fois, c'est rien. C'est bon, je ne suis pas dans l'abus non plus. Et puis en plus, il y a des cas de force majeure que je ne compte même pas dans l'équation. Mais si tu me plantes de façon répétée, c'est-à-dire 2 fois, qui est mon maximum, je peux grave te ghoster. Bien sûr que oui. Pour moi, c'est légitime, donc je ne vais même pas le mettre dans la catégorie de ma toxicité.
Là où j'ai cette tentation de ghoster pour rien. Par contre, là où je déconne, c'est que parfois j'ai envie de te ghoster pour des trucs ridicules. Je te sors du chapeau une anecdote dont j'ai un petit peu honte en fait. Un gars que je fréquentais, il était là posé à la maison et tout. On était devant un film, je crois, il avait faim. Moi tu connais, je suis une petite tantine, j'aime bien cuisiner, j'aime bien accueillir. Donc je propose à manger à la personne. Tout s'est écroulé à partir de la première bouchée parce que le boug là, il mangeait bruyamment. Ouais mon frère, je suis misophone, je ne supporte pas les bruits de la bouche. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui passe son temps à jacter sa vie dans un micro, mais je t'assure que ça me rend physiquement malade. Genre mon estomac, il fait des saltos arrière en mode Surya Bonali à Nagano en 98. Ça me rend ouf. Genre ça me hérisse le poil que je n'ai pas et mon estomac, il me fait la vida loca. Donc là, le boug en question, j'avais envie de le foutre dehors. Mais direct, hein. Mon cerveau était focalisé sur ça. Putain, le bruit. Mais comment est-ce qu'on peut manger comme ça? Mais c'est une dinguerie. Et j'étais en repeat sur le truc. Mais t'as vu, je suis poli, je suis affable, j'ai laissé. Je l'ai pas ghosté comme ça. Je l'ai pas foutu dehors, sur le champ. Je ne suis pas comme ça. J'étais pas en danger imminent. Par contre, si tu veux que je te dise la vérité, je l'ai plus jamais revu. Ouais, non, mais c'est bon, quoi. En même temps, oui, bon, je pense que je ghoste pour couper court et ne pas m'embarrasser de trucs qui me font chier comme ça. Mais oui, voilà, je lui ai plus jamais donné de nouvelles après, parce que... Non, des grands tontons comme ça, faut arrêter. Et sûrement, si je me regarde un petit peu dans le miroir, peut-être que j'ai une tendance facile à ghoster parce que j'ai peur de l'abandon. Tout le monde parle de peur de l'abandon, etc. Tu sais quoi? En fait, c'est pas vrai. Dans mon cas, c'est pas vrai. La peur, c'est un grand mot. Genre peur. Je vais pas mourir parce que tu m'abandonnes. On m'a déjà abandonné dans ma vie. Regarde, je suis en vie. Mais c'est juste que j'aime pas avoir cette sensation qu'on m'abandonne. J'en ai pas peur, j'aime pas. C'est pas pareil. Du coup, contrairement à ceux qui manifestent ça en étant des pots de colle, moi c'est le contraire, je me donne des airs hyper distants et détachés. Surtout quand c'est avec un homme avec qui je veux une relation. Parce que je pars du principe que je refuse d'investir du temps, de l'énergie et de l'attention pour que tu me quittes juste parce que c'est mardi. Si t'as un bon motif, tranquille, tu le fais pour ton bien. Puis on est des adultes, on peut se comprendre. Mais si c'est juste à cause de la loi de l'offre et de la demande sur le marché du célibat actuel, parce que je maîtrise le sujet, je sais que statistiquement, il y a plus de chances que le gars se barre plutôt qu'il reste. Donc, comme d'habitude, je me range derrière l'anticipation et je pars du principe que ça va être éphémère. En même temps, je pars un peu avec le handicap d'un abandon paternel quand j'étais gamine et un mariage qui a pris fin, donc clairement, l'amour toujours, j'ai un peu de mal à y croire. Le pire, c'est qu'au-delà de contrôler comment je montre mes sentiments amoureux, j'ai aussi un côté contrôle fric sur ce qui m'appartient. Je sais que là, t'es en train de te dire, meuf, t'es juste contrôle fric, cherche pas. Ouais, mais moi, je t'explique par rapport à ce qui m'appartient. Et ça me mène en fait à une débrouillardise un peu extrême et toxique. Alors, d'un côté... Alors, je te déroule un peu le fil de ma réflexion par rapport à ça. Je déteste qu'on touche à mes affaires sans qu'on me le demande. Tu me poses la question une fois, je te dis oui, t'as un accord de longévité, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment pas par crevardise, c'est juste que ça fait partie de mes principes et j'ai du mal à y déroger. Par exemple, quand je pars en vacances, moi, je laisse les clés de mon appart à mon frère, je lui laisse mon chien, je lui laisse
la clé et les papiers de ma voiture. Enfin, donc c'est vraiment pas de la crevardise, c'est juste que... écoute, je prends soin de mes affaires, donc je m'attends à ce que si quelqu'un veut utiliser mes affaires, il me le demande, comme ça je sais potentiellement dans quel état je suis censée retrouver mes affaires. Et le truc, c'est que mon ex était logé à la même enseigne, parce qu'un jour il est sorti de la maison en prenant ma voiture au lieu de la sienne et sans m'en parler au préalable. Ça avait été le sujet. Ouais, mais tu dis qu'il faut que je te demande. Gros, la carte grise, elle est au nom de qui ? Qui la paye tous les mois ? Pour moi, c'était simple, en fait. Je n'ai jamais compris ce concept de ce qui est à moi est à toi. Je parle pas d'un paquet de pâtes ou de ce qu'il y a dans le frigo. Et ça, on s'en fout. Mais les biens matériels qui t'appartiennent et qui peuvent représenter une certaine somme, à un moment, il faut être raisonnable, en fait. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas la voiture dont je parlais à l'épisode 1, mais c'était quand même une voiture de marque allemande, je reconnais. Donc il est parti comme ça et il n'a pas compris ma réaction quand, effectivement, moi je lui ai dit que ça m'avait dérangé et que pour moi ça se faisait pas comme ça. Alors tu vas trouver que j'abuse, mais le truc c'est qu'en fait moi j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais pris quelque chose sans demander. Le truc c'est... Non, je refais ma phrase. J'aurais même pas demandé à prendre sa voiture. Il en a une, j'en ai une. Pourquoi je vais prendre la sienne ? Pour moi, ça n'a aucun sens. Et j'aime tellement... Et en fait, c'est ça. J'ai tendance à me débrouiller avec ce que j'ai par mes propres moyens et ne pas demander d'aide. Mes amis me le reprochent, et ils ont raison de le faire, mais j'y travaille. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont aidé à déménager l'été dernier. Cœur sur vous, vous vous reconnaîtrez. Donc tout ça, c'est parce que je n'aime pas l'idée qu'on me fasse sentir redevable. Imagine juste, genre là, t'es là, je te demande de me dépanner pour percer 2 trous dans un mur, parce que moi j'ai peur de me foirer avec une perceuse. J'aurai une flemme suprême si tu me rappelles dans 4 ans ce que t'as fait pour moi, genre 2 trous. Ah, parce que moi je te rappelle quand je t'ai aidé sur des candidatures, ton CV, ton machin, ton bidule. Non, je te dois pas la vie, cousin. C'est pas comme ça que je perçois l'amitié et les liens familiaux. Donc les trucs de demander de l'aide et rendre des services, ça peut trop se retourner contre les uns et les autres. C'est pour ça que j'ai tendance à me débrouiller toute seule. Mais je me soigne, ne me juge pas. Pour quitter un petit peu... Là, je trouve que je me charge un petit peu. Ah putain, pour la suite aussi, en fait. C'est que je suis sur la défensive. C'est pas comme si la liste n'était pas assez longue, d'ailleurs. Mais pour être honnête, je suis sur la défensive, mais je me suis beaucoup calmée depuis plusieurs années. Je sais pas si tu vois qui c'est, Joe Frazier, le plus grand adversaire de Mohamed Ali. Ok. Eh ben, Joe, c'est personne à côté de moi. La raison de cette attitude que j'ai développée, c'est que je bosse énormément sur mon estime de moi. Du coup, je me prépare à toutes les petites attaques qui pourraient la réduire en poussière. On n'est pas sur de la susceptibilité parce que justement, c'est comme ça que je suis devenue la reine de l'autodérision. Si je m'envoie des vannes moi-même à tire-larigot, mais je te court-circuite, qu'est-ce qui va te rester à dire ? Rien. Voilà, échec et mat. Donc oui, j'affûte mon humour, mais c'est aussi et surtout un mécanisme de défense pour éviter qu'on appuie là où ça fait mal. Même si souvent les gens ne savent pas où ça peut me faire mal, mais on ne sait jamais. Même si la personne en face de moi essaye. Finalement, ça ne va pas me faire grand-chose, j'avoue, puisque ma répartie fait le taf. J'essaye de ne pas blesser en général, mais mon système n'est pas parfait, je reconnais. Donc je m'excuse auprès de ceux qui ont subi mes vannes un peu trop poussées. La vérité, c'est que je pousse le vice d'être sur la défensive parce que je considère tout le monde comme un potentiel danger. Commence pas à crier, j'ai mes raisons pour ça. Elles sont pas forcément bonnes, mais j'ai mes raisons. Bah oui, sinon je te parlerai pas de ça comme un trait toxique.
À la base, je pars du principe que le monde est méchant. Oui, c'est ma devise, et ce, jusqu'à preuve du contraire. Regarde. Mon propre père m'a voulu du mal. Là, j'en parle avec dérision et légèreté. Mais on parle de mon géniteur qui m'a menacé de mort alors que j'avais même pas 9 ans. Alors, à partir de là, qu'est-ce que tu veux que j'imagine des intentions d'un inconnu ou de quelqu'un de banal ? Commence pas à dire qu'il faut que je consulte. Je le sais, et c'est justement parce que j'ai démarré une thérapie depuis que là, je peux t'en parler en toute sérénité. Enfin bref, pour moi, voir les gens comme un potentiel danger, c'est une question de bon sens. C'est toxique, oui, mais je vois ça dans l'optique qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Par contre, ma prévention n'est pas parfaite. Parfois, j'ai floppé. Il m'est arrivé de laisser des gens à l'écart de mon cercle premier, à tort. Et parfois, de laisser entrer des gens que j'aurais jamais dû laisser s'approcher de moi et de mon cercle intime. J'hésite encore, mais je pense qu'un jour, je vais te faire un épisode sur cette situation. Et je t'assure que c'est un truc assez récent qui date de 2021 et je regrette amèrement d'avoir laissé cette personne s'approcher de moi. D'accord ? Et je pense qu'on est d'ailleurs sur une personne toxique. C'est pour ça. Alors la suite logique, quand on est un peu réticent comme ça vis-à-vis des gens qui peuvent nous entourer, la suite logique c'est que j'ai du mal à faire confiance. Si j'ai des réticences à faire entrer les gens dans mon cercle, c'est que je ne donne pas ma confiance facilement. Ça se manifeste par... alors déjà, j'ai du mal à me fier à ce que disent les gens. J'ai plus tendance à me focaliser sur les actes. Mais j'ai très peu de tolérance vis-à-vis du fait qu'on trompe ma confiance. Alors là, je me dépeins comme une catastrophe, mais je vous assure, demandez à mes amis... Ils vous diraient que je suis une vraie gentille, une grosse peluche bien douce, etc. Mais bon, effectivement, je ne tolère pas qu'on se foute de moi. Déjà, je me confie rarement sur des sujets profonds, comme mon père ou mon trouble autistique. Évidemment que si tu abuses du peu de confiance que je te donne, je me braque. Il n'y a même pas de débat. Alors, dans ma grande mansuétude, je sais pardonner, d'accord ? Bon, ça dépend du niveau de déception que tu m'as infligé. Donc je sais pardonner, mais oublier, ça faut même pas y compter. C'est pas de la rancune, hein. C'est pas de la rancune. C'est juste que pour moi, c'est faire preuve d'intelligence. On sait jamais, ok, les gens peuvent changer, mais ils peuvent aussi retomber dans leur travers. Et je peux pas me faire avoir 2 fois par la même personne pour la même chose. Sinon, là, c'est moi qui suis bête. C'est moi qui ai tendu l'autre joue. Donc, poussé à l'extrême, bon, forcément, moi, je sors la personne de ma vie, sans aucun conflit, sans faire de vagues, sans justification, ni rien. Je précise sans justification parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est un phénomène de société ou est-ce que c'est récent, que tout le monde se justifie sur les décisions que l'on prend pour notre propre bien. J'en parlerai très probablement dans un autre épisode parce que pensez à vous d'abord, les autres n'ont rien à foutre de votre vie. Donc ne vous justifiez pas pour dire « ouais, non mais je fréquente pas telle personne parce que j'estime qu'à partir du moment où elle m'a fait X, Y et Z, oh arrête donc !» Tu es en droit de couper les ponts. Tu peux ignorer, tu peux masquer, tu peux bloquer, tu peux faire ce que tu veux, ne pas répondre aux messages, aux appels. Fais ce que tu veux tant que c'est ce qu'il y a de bon pour toi. La justification, c'est entre toi et toi. Et si la personne avec laquelle tu coupes les ponts se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout, il vient te poser la question directement, là tu peux t'expliquer. Sinon, en général, les gens ils savent quand ils ont merdé, ils ne reviennent pas vers toi. Là, je me rends compte que j'ai déjà fait une sacrée liste quand même de toxicité, donc je vais m'arrêter là, parce que là, vous êtes en train de me juger fortement. J'en suis sûre.
Mais en tout cas, j'ai le mérite d'avoir admis mes sales traits en toute honnêteté. En revanche, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas me laisser déballer mes affaires comme ça sans rien dire. Ben non, vous ne pouvez pas. Donc, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à me dire à quel point vous pensez que je suis toxique, mais surtout à partager votre propre toxicité. Oui, venez, on va mélanger nos poisons, vous allez voir, ça fait du bien. Je vous attends en DM sur Insta, sur Twitter ou même par mail si vous voulez. Contactez-moi même par pigeon voyageur, il n'y a pas de souci. On ne sait jamais, peut-être que ma toxicité ne s'arrête pas là. Et si ça ne s'arrête pas là, non, c'est chaud, franchement. Mais dans le pire des cas, voilà, j'aurais appris quelque chose grâce à vous. Et c'est une victoire quoi qu'il arrive. La meuf essaye quand même de voir le verre à moitié plein. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vais vous parler du prochain épisode qui est une double polémique. J'ai beaucoup hésité à le faire celui-là. Le prochain épisode a une thématique et un titre qui peuvent être sujets à polémique. Le titre de la chanson, c'est Did You Ever Think? Et si tu ne le sais pas, c'est une chanson écrite et interprétée par Robert le Cracra, Robert le Dégueulasse, Robert le Pointeur, Robert le Criminel, Robert Kelly. Ouais, bon, R. Kelly. Je voulais juste pas le dire. Bon, c'est un titre qui est en featuring avec Nas, donc au moins il n'est pas tout seul dessus. Et en fait, c'est ce qui m'est venu en tête en premier quand j'ai eu le thème qui m'est apparu comme ça. Parce que le but, c'est d'imaginer un cas de figure auquel on n'aurait jamais pensé être confronté. C'est exactement ce que signifie Did You Ever Think? Est-ce que tu as déjà pensé à cette situation? Et du coup, la situation devant laquelle on va se retrouver, c'est l'infidélité. Mais c'est pas celle où on nous trompe, parce que ça, c'est versé partout sur les réseaux. Je vais vous demander de faire l'exercice avec moi et d'imaginer ce qui pourrait potentiellement vous amener à être infidèle. Oui, j'aime bien qu'on sorte de notre zone de confort, mais je me suis posé la question une fois après une discussion avec des amis, et du coup, je vais vous partager un peu ma vision sur l'infidélité de mon côté. Voici le thème de la semaine prochaine. J'ai énormément apprécié ce moment en votre compagnie. Ce fut un grand plaisir. Merci pour votre attention et pour votre écoute. Et d'ici le prochain épisode,